est connu, est-ce qu'on ne le propose pas aux patients? Cette omerta s'exerce également sur les nombreuses autres solutions naturelles à notre disposition. C'est le cas notamment des traitements fondés sur les extraits de plantes et les principes actifs naturels, plus communément appelés la phytothérapie. La plupart des médicaments ont été aspirés à partir des plantes. Le problème, c'est que les plantes ne sont pas vénales, n'ont pas breveté leurs inventions. Donc, que fait Big Pharma? Elle prend la molécule, elle la modifie, elle la rend unique, elle la brevette et elle peut la vendre au plus haut prix puisque elle est protégée. La phytothérapie, c'est une stratégie merveilleuse que moi j'ai découvert à travers les malades. Je n'ai pas appris ça à l'école de médecine, bien entendu. Le gouvernement chinois, quand il y a eu le Covid, ils ont été intelligents. Ils ont vu qu'ils étaient un peu débordés au début. Bon, certes, ils ont trouvé l'hydroxychloroquine en cours de route, mais ils ont fait appel à la médecine traditionnelle chinoise et que ont donné les médecins chinois? Beaucoup d'artémisia. Ça a marché. Après, ça a été exporté en Afrique. Ça a marché remarquablement. On s'est moqué du président de Madagascar et d'autres pays qui avaient de l'artémisia partout dans les écoles. Il n'a pratiquement pas eu de Covid, il n'a pratiquement pas eu de mort. Il y en a d'autres. Scutellaria a prouvé son efficacité sur le coronavirus lui-même. Son efficacité, je dis bien en prévention. Seul, ça ne guérit pas la maladie, mais en prévention, on a une réduction des infections à coronavirus grâce à Scutellaria. Beaucoup d'extraits de plantes ont un intérêt parce que ce sont des molécules qui vont limiter l'inflammation. Boudée, voire discréditée par une bonne partie du monde médical et scientifique, la phytothérapie mérite pleinement de retrouver ses lettres de noblesse. Le 19 septembre 2020, l'Organisation mondiale de la santé a approuvé la mise en place d'un protocole pour des essais cliniques concernant les traitements de phytothérapie pour la Covid-19. Les débats scientifiques sur l'artémisia, les margousiers ou encore la vernonie pourraient ainsi retrouver leur place légitime. À côté de la phytothérapie, vous avez l'aromathérapie. Vous avez le plus grand antiviral probablement que la nature ait créé, qui est Ravinsara. Cette huile essentielle qui vient de Madagascar est d'une puissance extraordinaire. Et on a des publications claires là-dessus. C'est un antiviral puissant qui touche justement beaucoup les virus, on va dire des familles du coronavirus, et c'est un immunostimulant. Le Ravinsara est en effet une huile essentielle emblématique de l'aromathérapie. Son efficacité sur les virus est bien connue du grand public. Pour preuve, elle a été en rupture de stock pendant plusieurs semaines en France durant l'épidémie. Le domaine de prédilection des huiles essentielles, c'est l'infectiologie. Donc, toute pathologie qui aura généré ou qui va se marquer, se traduire par une infection, que l'infection soit bactérienne, fongique, parasitaire, virale. Le secret de l'efficacité d'une huile essentielle réside dans le fait qu'elle est constituée d'innombrables molécules, augmentant ainsi son champ d'action et son efficacité face aux intrus. Cette spécificité fait de l'aromathérapie une discipline très prometteuse pour résoudre l'un des défis sanitaires majeurs des années à venir, l'antibiorésistance. Selon l'OMS, d'ici 2030, les antibiotiques ne seront plus efficaces sur bon nombre de bactéries, avec des conséquences catastrophiques pour notre santé. Dans le monde, on parle de plus de 500 000 décès rattachés à ce phénomène d'antibiorésistance. C'est un défi incroyable pour le monde pharmaceutique qui n'est plus parvenu, sur ces 15 dernières années, à créer un nouvel antibiotique innovant qui aurait pu détruire le microbe. Et il n'y a pas de réponse actuelle. Si, il y en a une, bien sûr. En mélangeant une huile essentielle avec un antibiotique, on rend à l'antibiotique son efficacité sur le microbe qui lui résistait précédemment, parce que l'huile essentielle a été ouvrir des portes dans le biofilm dans lequel le microbe se sentait réfugié, comme entouré d'un rempart. Et c'est ça que l'huile essentielle offre. Maintenant, l'huile essentielle choisie a elle-même une activité antibactérienne qui lui permet de ne pas être simplement un ouvre-porte à l'antibiotique. Les mécanismes d'action des huiles essentielles sont nombreux, ce qui en fait des armes particulièrement utiles contre les nouvelles menaces comme le coronavirus. Chaque classe de molécules composant les huiles essentielles peut avoir une activité différente sur le virus. On va par exemple détruire l'enveloppe du virus et le virus forcément va mourir. On peut attaquer son ADN, son ARN et donc forcément provoquer la mort du virus. On peut aussi empêcher que le virus
n'adhère à la paroi de la cellule pour pénétrer la cellule et créer la pathologie. Pourtant, malgré toutes ces actions avérées pour faire face aux microbes et aux virus, l'aromathérapie est régulièrement discréditée dans les médias, particulièrement durant l'épidémie de coronavirus. Pourquoi un tel discrédit alors que dès 2008, on savait qu'une huile essentielle, le laurier noble, avait une activité in vitro contre le virus SARS-CoV, responsable de l'épidémie de SRAS en 2003. Pourquoi ne pas avoir immédiatement testé les huiles essentielles contre le SARS-CoV-2 ? Nous nous heurtons à un scepticisme d'un monde médical qui ne peut pas croire que ces huiles essentielles aient un intérêt thérapeutique. Si vous ne pouvez pas breveter une molécule, vous ne ferez jamais d'études dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'études sur la phytothérapie. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'études sur l'homéopathie. C'est pour ça que l'hydroxychloroquine n'a pas été mis en avant. Si on parle de l'hydroxychloroquine, si on parle de la colchicine, si on parle d'autres molécules naturelles ou synthétiques comme la vitamine C, cela ne fait pas vivre les actionnaires de l'industrie pharmaceutique. Et pour l'industrie pharmaceutique, il faut du nouveau. Et l'innovation, cela se paye cher. L'épidémie de la Covid-19 a révélé les failles de notre système de santé. Le modèle économique de l'industrie pharmaceutique basé sur des nouvelles molécules vendues à prix d'or a révélé ses limites, ses dangers, mais aussi ses dérives. Notre santé, notre bien le plus précieux, est à la merci d'un écosystème où la santé des actionnaires prévaut sur celle de la population. Cette crise pandémique constitue une opportunité sans précédent pour qu'individuellement nous reprenions notre santé en main et que collectivement, nous nous unissions pour changer de paradigme afin que les solutions naturelles retrouvent leur lettre de noblesse. Ceci afin que le bien-être et la santé du patient soient au centre de toutes les priorités. Pour réformer le système de santé, il faudrait vraiment séparer le monde de l'argent et le monde des médecins, faire un coup de balai dans toutes les agences d'évaluation, avec des vraies évaluations pour le coup des conflits d'intérêts de chacun. Déjà, ce serait une bonne base pour repartir. La santé, c'est le fondement du bonheur. Et je veux bien parier sur les futures générations de pharmaciens et de médecins qui, avec un retour au manger sain, au vivre sain, il y aura une volonté de se soigner sain. Je pense qu'il faut du bon sens dans la vie. Et la médecine est un art et pas une science. Nous sommes tous différents. Et c'est là que le médecin traditionnel, qui a de l'expérience, est fondamental. Les origines de la santé, c'est quoi? C'est avoir un tube digestif qui fonctionne bien, d'avoir un bon microbiote, d'apporter à notre système immunitaire les justes molécules en proportion en qualité qui lui permettent de réagir de manière efficace. Parce que lorsque ce système immunitaire est normal et alimenté correctement, c'est un système d'une efficacité remarquable. Nous sommes dans une médecine intégrative. On ne veut pas avoir notre seule vérité. On a notre vérité, comme d'autres ont leur vérité, et ensemble, en nous associant, nous serons tellement plus forts, tellement meilleurs pour la santé du patient. En conclusion, vraiment, je veux insister sur cette notion de diversité. Réellement, je crois qu'à la fois les décideurs, les experts, le grand public, mes confrères doivent comprendre que rien n'est plus riche que notre diversité et que la pensée unique n'a rien à faire en médecine. Et réellement, je crois au plus profond de moi que la pensée unique, c'est la mort, la diversité, c'est la vie. Donc je veux vraiment que tous ensemble, on choisisse la vie.